Le rôti était encore chaud. Les lumières de Noël clignotaient discrètement dans un coin. Ma mère, Margot, avait dressé la table comme elle le faisait toujours, des serviettes en lin, l'argenterie de son aïeul et une composition de bougies blanches et de canneberges. Ce devait être un dîner tranquille, juste nous 5. Mon père, Richard, découpait la viande. Il se comportait toujours comme si le dîner de Noël était une sorte de représentation, impeccable, maîtrisée. Ma sœur cadette, Chloé, faisait défiler son téléphone, mordillant un onglet bréché. Elle n'avait presque rien dit. Elle ne parlait jamais beaucoup quand elle avait des ennuis. Je savais que quelque chose allait arriver. Je ne savais juste pas que ça frapperait aussi fort. Il posa le couteau, s'essuya les mains sur la serviette, puis abattit son poing sur la table. Les verres à vin tremblèrent. Le chien aboya depuis la buanderie. « Tu aides ta sœur », lâcha mon père d'un ton sec, « ou tu dégages de cette maison. » La pièce se figea. Chloé ne leva pas les yeux. Ma mère fixa son verre comme s'il y avait des instructions imprimées au fond. Personne ne dit rien sauf moi. Ou plutôt, je ne dis rien du tout. Je regardais autour de la table, cet homme qui m'interrogeait autrefois sur les tables de multiplication dans la voiture, cette femme qui m'avait tressé les cheveux avant mon tout premier entretien d'embauche, cette sœur à qui j'avais prêté de l'argent pour le loyer plus de fois que je ne pouvais le compter. Puis je me levai. La chaise racla le parquet avec un bruit de déchirure. Je pliai lentement ma serviette et la posai sur la table. Je me dirigeai vers la porte, pris mon manteau et je partis. Pas de cris, pas de larmes. Juste le silence. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je ne quittais pas seulement un dîner, je m'éloignais de 20 ans à être le plan de secours, la réparatrice, la comptable de la famille. Et ce que je ne comprends toujours pas, c'est ceci, je n'ai pas toujours été silencieuse. Il y a eu des années où je levais la main en premier, où je proposais mon aide avant même qu'on me la demande. J'étais la fille modèle, la constante, celle qui comprenait les taux d'intérêt avant même la fin du lycée, celle qui avait configuré les comptes bancaires en ligne de ses parents, celle qui était allée chercher Chloé quand elle avait abandonné la fac, pour la 2e fois. Quand elle a fait une overdose dans un motel près de L25, c'est elle, a appelé l'hôpital. J'ai quitté le travail, je suis allée la chercher, tenant un sac poubelle pour qu'elle puisse vomir en attendant aux urgences. Puis j'ai réglé la facture. Quand elle a dépassé la limite de son 4e crédit, c'est moi qui ai créé un tableau de remboursement codé en couleur et plastifié parce que je croyais encore qu'elle avait simplement besoin d'outils plus adaptés. Quand elle m'a demandé d'être co-signataire d'un bail parce que son crédit était un peu abîmé, je l'ai fait, même si j'ai dû mentir à ma banque en affirmant qu'elle était une locataire fiable. Mes parents disaient que j'étais intelligente, forte, fiable, comme si c'était des compliments. Mais ça ne venait jamais avec de la protection, juste plus de responsabilité. Ma mère a dit un jour, Chloé n'est pas faite comme toi. Elle a besoin de plus de soutien. Comme si j'étais née avec des échafaudages supplémentaires. Comme si la résilience était quelque chose que je leur devais parce que j'en avais plus qu'elle. Et chaque fois que Chloé dérapait, c'est moi qu'ils appelaient, pas ses parrains, pas la police, pas les thérapeutes, moi. La dernière fois qu'elle a rechuté, je suis allée la chercher sur un parking de station-service, dans mon propre manteau. Elle avait perdu le sien quelque part entre le casino, là où elle s'était évanouie. Je l'ai enveloppée dans le mien. Je lui ai donné de la soupe. Je suis restée éveillée toute la nuit pour m'assurer qu'elle ne fasse pas de crise. Et puis, 2 jours plus tard, elle m'a supprimé de ses amis sur Facebook. Pas de dispute, pas d'explication. Juste, disparu. Je lui ai demandé pourquoi. Elle a répondu, je ne voulais tout simplement pas de jugement dans mon fil en ce moment. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'offrir. Pas par colère, pas par orgueil, mais parce que j'ai compris que j'étais devenue une simple case dans son cycle, aide, utilisation, remise à zéro, et ça recommence. Mes parents n'en ont jamais parlé, ne m'ont jamais demandé pourquoi j'avais arrêté de prendre de ses nouvelles. Je crois qu'ils étaient soulagés, ça signifiait qu'ils n'avaient pas à gérer l'espace entre nous. Ils pouvaient simplement continuer à me donner le même rôle, celle qui paie, celle qui est là, celle qui ne se plaint jamais. Je ne suis pas retournée chez eux le lendemain matin. Ni pour les chaussettes de Noël, ni pour les brioches à la cannelle, ni pour la voix fragile et cassée de ma mère dans 5 messages vocaux qui commençaient tous par « Ma chérie, Harper » et se terminaient par « Ce n'est pas ce qu'on voulait dire ». Je n'ai pas répondu aux messages groupés de mon cousin demandant ce qui s'était passé. Je ne me suis expliqué à personne, parce que, comment expliquer que ce qui est arrivé n'était pas soudain, que ça se passait en silence depuis des années, que ce dîner n'était que le moment où le scénario a cessé de tenir? J'ai d'abord bloqué le numéro de Chloé, puis celui de maman, puis celui de papa un par un, comme on ferme des onglets qu'on aurait dû quitter depuis des années.
Au début, le silence était terrifiant. J'étais habituée au bruit, au chaos, les textos nocturnes de Chloé, tu peux me prêter 300 $, les rappels de mon père à propos de ses fonds communs, les messages vocaux de ma mère, gorgés de culpabilité et de conditions. J'avais construit ma vie autour du rôle de leur sortie de secours, de leur plan B. Mais maintenant, le silence. Ce genre de silence qui donne l'impression d'avoir sauté d'un tapis roulant encore en mouvement. Je ne savais pas quoi en faire, alors je suis juste restée immobile. Et puis, 3 jours après Noël, ma responsable chez Aspen & Reed m'a convoquée dans son bureau. Elle était calme, professionnelle, du genre à ne vous appeler que lorsqu'il y a quelque chose à régler. Il y a un homme, a-t-elle dit, qui appelle sans cesse l'accueil. Il prétend être votre père. J'ai senti l'air changer. Mes paumes sont devenues froides. Elle a continué, il a laissé des messages vocaux en vous accusant d'abandonner votre famille, disant que vous aviez une obligation morale envers votre sœur. Sa voix était prudente, neutre. Je ne suis pas là pour juger, mais cela ne peut pas déborder sur le travail. Vous comprenez? J'ai hoché la tête. Je me suis excusée. Je suis sortie de son bureau avec un bourdonnement dans les oreilles. Ce soir-là, j'ai bloqué leur ligne fixe. Puis, j'ai fouillé dans mon téléphone et bloqué leur numéro de secours aussi parce qu'à ce stade, ce n'était plus une limite, c'était de l'autodéfense. Mais je repense encore à ce jour-là, dans son bureau, à la façon dont ma responsable m'a regardée. Pas en colère, juste perplexe, comme si elle n'arrivait pas à associer les mots « abandonner sa famille » à l'employé qui restait toujours tard pour aider les stagiaires. Et je me demande, combien de fois ont-ils raconté cette version de l'histoire, celle où je suis la méchante? Et combien de personnes y ont cru parce qu'elle venait de quelqu'un qui, un jour, m'appelait sa fierté? L'appel est arrivé un jeudi après-midi. Numéro inconnu. J'ai failli laisser sonner, mais quelque chose en moi a vibré, cette douleur sourde qu'on ressent quand quelque chose ne va pas, avant même de savoir ce que c'est. La voix d'une infirmière, calme, sèche, vous êtes le contact d'urgence de Chloé Lan. Elle est à Saint-Anoniès, dans un état stable maintenant, mais elle a été retrouvée inconsciente sur un parking. Elle a dit que Chloé n'avait pas de papier d'identité, que son téléphone était en miettes. Quelqu'un l'avait reconnue d'une visite en centre d'hébergement et avait prévenu les secours. J'ai demandé si elle allait s'en sortir. L'infirmière a hésité. Elle est consciente, mais elle est sérieusement contusionnée. J'y suis allée, bien sûr que j'y suis allée. Pas parce que je jouais encore ce rôle, mais parce que je ne suis pas un monstre. Je suis entrée dans cette chambre d'hôpital et c'était comme pénétrer dans une vie que je n'habitais plus. Chloé était là, à moitié assise sur le lit, les bras marbrés de violet et de jaune, un œil gonflé, des bandages sur les phalanges. Notre mère était assise à ses côtés, serrant un mouchoir comme si c'était son dernier fil de raison. Quand elle m'a vue, elle a murmuré « Dieu merci ». Je n'ai pas répondu. Je suis restée au pied du lit, les mains dans les poches de mon manteau, à fixer cette sœur que j'avais autrefois conduite à travers des états pour la sauver. Et je n'ai rien ressenti, ni colère, ni chagrin, juste un calme terne. Jusqu'à ce que mon père entre. Il n'a pas regardé Chloé, n'a rien demandé à l'infirmière. Il est venu droit vers moi, les épaules raides, la voix pleine de foudre, voilà ce qui arrive quand la famille ne reste pas unie. Je l'ai regardé. J'ai regardé à travers lui. Peut-être que c'est là que j'ai dit, non. Voilà ce qui arrive quand on permet à quelqu'un d'aller trop loin, au point d'oublier à quoi ressemble la responsabilité. Quand on punit ceux qui posent des limites au lieu de ceux qui les brisent. Il a ouvert la bouche. Je me suis retournée et je suis sortie. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je savais déjà ce qu'elle serait. L'enveloppe est arrivée 2 jours plus tard. Pas d'adresse d'expéditeur, juste mon nom complet tapé en majuscules, et le bruit sourd d'un poids officiel en touchant le sol sous ma boîte aux lettres. Je savais avant même de l'ouvrir. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai fixée longtemps, assise en tailleur sur le carrelage de mon couloir, l'enveloppe posée là, comme une menace silencieuse. Puis je me suis levée, je l'ai ramassée et je l'ai glissée dans un tiroir, sans un mot. 2 heures plus tard, j'ai appelé un avocat. Il s'appelait Matthew Klein, la quarantaine, voix douce, portait des lunettes au bout d'une chaîne et avait la réputation de traiter les affaires d'abus financiers familiaux. Je lui ai apporté tout, les captures d'écran, les reçus Venmo, les textos de groupe, les retraits bancaires auxquels je n'avais jamais consenti mais auxquels je n'avais pas su dire non, les courriels avec des objets comme urgent. Encore Chloé où tu pourrais couvrir ça, Harper? Des tableaux colorés, des récapitulatifs datés, une transcription imprimée du message vocal que mon père avait laissé à mon travail, celui où il disait que j'avais un devoir moral d'aider.
Maître Klein a feuilleté le classeur sans rien dire pendant 10 minutes, puis il a levé les yeux et dit « Vous avez déjà fait 80% du travail. Ce n'est pas seulement de la défense. C'est une contre-attaque. On n'a pas seulement déposé une requête en irrecevabilité. On a déposé une plainte reconventionnelle, harcèlement moral, abus financiers coercitifs, diffamation au travail. Nous avons joint des témoignages de mes collègues, y compris Ava de l'accueil, qui avait pris l'appel de mon père et avait cru à une blague jusqu'à ce qu'il commence à hurler. Et puis j'ai été encore plus loin. J'ai demandé à être légalement libéré de toute responsabilité financière future envers Chloé Lan, en invoquant la charge émotionnelle, une attestation médicale de ma thérapeute et une analyse détaillée de l'impact sur mes économies, mon crédit et ma carrière. La première audience a été fixée au 10 février. Mon père ne s'est pas présenté. À la seconde, il est arrivé en retard, grognant dans un polo taché, marmonnant des mots sur la trahison et les enfants ingrats. Ma mère est restée assise dans le couloir, sans jamais entrer. Chloé est venue, portait des lunettes de soleil, ne m'a pas regardée. Elle était assise avec un homme, peut-être un petit ami, peut-être juste une autre personne qu'elle avait happée dans son orbite. Le juge a jeté un coup d'œil aux preuves et a dit « Il n'y a ici aucune obligation. Ni légale, ni morale. Affaire classée. » Et, juste comme ça, le pouvoir a changé de camp. Ça n'a pas eu le goût d'une victoire. Ça a eu le goût d'une expiration, pour la première fois depuis des années. Plus tard dans la soirée, une lettre est arrivée de mon père, scellée avec un cachet de cire le genre qu'il utilisait pour les cartes d'anniversaire et les invitations de mariage. Je ne l'ai pas ouverte non plus. Je l'ai glissée dans le même tiroir. Pas par peur. Pas par colère. Juste, en paix. Je n'avais pas vraiment prévu d'en parler, pas vraiment. Mais un soir, peut-être une semaine après que le tribunal ait rejeté l'affaire, j'étais assise dans mon nouvel appartement, à faire défiler l'écran sans but, et je suis tombée sur un fil de discussion, enfants adultes de familles toxiques, qu'est-ce qui vous a finalement poussé à couper les ponts? Je l'ai lu en entier, chaque commentaire, des histoires qui résonnaient comme des échos, des noms différents, les mêmes blessures. Alors j'ai ouvert une nouvelle publication, lui ai donné un titre simple. Ma famille m'a poursuivi en justice parce que je n'ai pas sauvé ma sœur. Voici comment je me suis défendue. Je n'ai cité aucun nom, mis aucune photo, juste la vérité. J'ai raconté l'histoire telle qu'elle était, le dîner de Noël, le silence, l'hôpital, le procès. J'ai joint des captures d'écran anonymisées, des chronologies, des liens vers des ressources. J'ai écrit comme si j'essayais d'expliquer cela à quelqu'un qui croyait encore que l'amour signifiait le sacrifice. Puis j'ai cliqué sur « Publier » et j'ai refermé l'ordinateur. Le lendemain matin, il y avait des milliers de votes positifs, des centaines de commentaires, des gens qui taguaient leurs frères et sœurs, des gens qui me remerciaient, d'autres qui disaient « Je pensais être la seule ». Un commentaire m'est resté en tête. Ton histoire m'a donné la permission d'arrêter de répondre aux appels de minuit. Merci. Mais le véritable tournant est arrivé 2 jours plus tard, un message privé anonyme. Une journaliste, indépendante. Elle disait qu'elle travaillait sur un article à propos des abus financiers au sein des familles et de la manière dont les enfants adultes commençaient à riposter au tribunal, en public, en silence. Elle voulait raconter mon histoire. Pas de nom, pas de photo, juste les faits. J'ai dit oui. L'article est devenu viral. Il était en une de 3 plateformes avant la fin du week-end. Bien sûr, quiconque connaissait toute l'histoire l'aurait reconnu, le procès, l'hôpital, le message vocal laissé à mon travail. Cette semaine-là, mon ancien propriétaire m'a envoyé un texto. J'ai vu cet article. J'espère que tu vas bien. Tu es courageuse. Une collègue a laissé un post-it sur mon bureau. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as fait ce qu'il fallait. Et puis est arrivée la lettre dactylographiée, formelle, sans adresse d'expéditeur, mais scellée avec les initiales de mon père. Je ne l'ai pas ouverte non plus. Je l'ai tenue un instant dans ma main, sans trembler, sans curiosité, juste immobile. Puis je l'ai glissée dans le même tiroir que l'enveloppe du procès, l'une derrière l'autre, comme des chapitres que j'avais lus mais que je n'avais plus besoin de relire. Et quand j'ai refermé le tiroir, j'ai compris quelque chose, peut-être que le silence est une forme de réponse en soi. Peut-être que la paix ne se mérite pas, peut-être qu'elle se revendique. Des mois avaient passé. Plus d'appels. Plus de courriels. Plus de convocations judiciaires. Juste du calme. Je m'étais installée dans un rythme nouveau. Mon appartement restait silencieux. Mon téléphone ne sonnait que lorsqu'il le devait. Parfois, j'invitais des amis, pas beaucoup, juste assez pour remplir le silence de rire au lieu de tension.
Je croyais que c'était la fin. La bataille juridique était close. Ma famille était restée silencieuse. Et je ne regardais plus en arrière. Puis est arrivé le texto, un numéro que je ne reconnaissais pas. Pas d'émoji. Pas de longue histoire. Juste. Je sais que tu me détestes probablement. Je suis dans un autre endroit maintenant. Je suis en convalescence depuis 6 mois. Je voulais te dire merci d'être parti. Ça m'a obligé à me relever. Je suis désolée pour tout. C'était Ava. J'ai fixé ce message longtemps, non pas parce qu'il me faisait mal, mais parce qu'il ne me faisait plus mal. Il fut un temps où ces mots m'auraient détruite, m'auraient poussée à la rappeler en courant, à réparer les choses, à retomber dans le même vieux cycle. Mais j'avais changé. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas engourdie. Juste, solide. J'ai tapé lentement. Je ne te déteste pas. Je suis heureuse que tu guérisses. Mais je ne peux plus faire partie de ton histoire. Et je le pensais. Pas par cruauté, par clarté. Elle n'a pas répondu. Et je ne m'y attendais pas. Ce soir-là, je me suis assise sur mon balcon à regarder la ville scintiller en contrebas. Et pour la première fois, je ne me suis pas sentie hantée par ce que j'avais laissé derrière moi. Je n'entendais plus la voix de mon père me traiter d'ingrate. Je n'entendais plus le silence de ma mère. Juste le vent et ma propre respiration. C'est arrivé un jeudi, une enveloppe pâle soigneusement glissée dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse d'expéditeur mais les initiales au dos ne laissaient aucun doute, WM, celle de mon père. Je l'ai tenue un instant, sentant son poids, pas seulement celui du papier, mais des années qu'il contenait. L'écrit à travers la table du dîner, les marches du tribunal, les points, le silence. Je ne l'ai pas ouvert. Pas par peur. Par paix. Je l'ai posé sur le comptoir. Puis, plus tard, je l'ai glissé dans un tiroir du couloir, celui que j'ouvre presque jamais. Pas pour le cacher, mais pour me rappeler, la clôture n'exige pas toujours une conversation. Parfois, c'est juste un choix de ne pas revenir en arrière. Ce week-end-là, j'ai rangé mes vieux dossiers, toutes les notes, les captures d'écran, les messages vocaux, ceux que j'avais utilisés au tribunal, ceux que j'avais autrefois serrés contre moi comme une armure. J'ai scanné ce dont j'avais besoin, puis j'ai passé les papiers à la déchiqueteuse. Le bruit était fort, mécanique, définitif. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement regardé les bandes tomber, nettes et fines, comme le passé cédant à l'air. J'ai déménagé peu après. L'ancien appartement avait rempli son rôle. Il avait contenu ma douleur comme les murs retiennent la chaleur. Mais j'avais besoin d'un endroit plus léger, avec plus de fenêtres, un lieu où personne ne m'avait jamais crié dessus. J'ai acheté un nouveau canapé choisi pour sa douceur, pas pour sa praticité. Et je l'ai placé devant une fenêtre qui captait la lumière du matin. C'est devenu mon rituel, un café à 7h15, assise dans le calme, parfois en lisant, parfois en ne faisant rien, juste en laissant le silence m'envelopper comme une couverture douce. Un matin, des mois plus tard, je me suis retrouvée à ouvrir à nouveau ce tiroir, pas pour la lettre, pas pour une raison précise, juste pour regarder. L'enveloppe était toujours là. Non ouverte. Les bords nettes, sans poussière. Je l'ai reprise en main, mais cette fois, il n'y avait ni tiraillement, ni douleur, juste une pulsation de gratitude. Pas pour ce qui était arrivé, mais pour ce qui ne l'était pas, pour les mots que je n'avais jamais laissé revenir. J'ai glissé l'enveloppe dans une petite boîte en bois que j'avais achetée à une foire artisanale, faite main, sans étiquette, fermée à clé. Et j'ai placé cette boîte en haut d'une étagère. Pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je n'en avais plus besoin. C'était la dernière chose que j'ai gardée. Pas par espoir. Pas pour un jour. Juste pour me souvenir de qui j'étais autrefois. Depuis, ma vie est calme. Pas parfaite, mais à moi. Je sursaute encore parfois quand quelqu'un dit « Est-ce que je peux te demander quelque chose ?» Mais je fais une pause. Je respire. Et je me demande « Est-ce à moi de porter ça ?» Et si ce ne l'est pas, je laisse aller. Le dernier cadeau du silence, c'est qu'il t'enseigne ce qui mérite ta voix et ce qui ne mérite absolument rien. Si tu as déjà laissé une porte fermée, pas par peur mais par liberté, laisse juste un point. C'est tout. On comprendra.